Chapitre 6 11 septembre. La lumière luit dans les ténèbres. La sirène du vaisseau se met à retentir. Jacques se réveille soudain, surpris par le bruit. Aqualus, allongé à côté de lui, sursaute, presque étonné de voir Jacques si proche. Surpris, il retrouve Céleste et Cléonis dans le poste de pilotage, en train de préparer la descente sur la planète en vue. La Terre. Nous avons choisi un site pour l'atterrissage, dit Cléonis. Jacques voit avec surprise que la Terre est maintenant là, à moins de 2000 kilomètres. Tous admirent le spectacle fantastique. Une planète bleue et blanche, pourvue de reflets verts. Mais Cléonis a encore pris de l'âge ces dernières heures. Sa peau est maintenant toute ridée, ses cheveux sont tombés. Céleste est semblable à elle. Ils ne sont plus que des vieillards, pratiquement centenaires. Mais leur regard n'a pas changé. Seule leur force physique semble les abandonner. Cléonis dit à Jacques: « Voici notre monde, celui qu'aucun de nous n'aurait dû quitter. Mon cœur vibre de joie à l'idée de le retrouver. Tu me vois dans une ruine physique, mais sache bien que nous sommes les premiers avec Céleste à graver nos noms sur le livre blanc que mon oncle m'a confié en partant avec vous. Mais la liste est longue de ceux qui vont nous rejoindre par la suite. » Cléonis tend à Jacques son livre et lui dit: « À ton tour, remplis ce livre blanc de ce que tu as vu et donne-le aux hommes, qu'ils enflamment la graine d'étoile. » Jacques le prend, mais qu'en faire, se demande-t-il. Cléonis lui répond: « Ne te pose pas de questions, interroge ton cœur, lui seul a la réponse et te guide lorsqu'il le faut. » Cléonis, je ne suis pas prêt à vous laisser partir, plusieurs de mes amis ont déjà disparu, je ne veux pas que tu nous quittes. Mais nous resterons avec toi, comme tes amis disparus à tes yeux le restent. Aqualus rappelle Jacques à ses fonctions de pilote en second. « Dis-nous si nous pouvons atterrir à cet endroit, » dit-elle en pointant un lieu situé dans le désert égyptien. Jacques regarde d'un peu plus près et voit que la zone d'atterrissage est au pied d'une pyramide. « Mais ce sont les pyramides de Gizeh. C'est ici que vous voulez vous poser, Cléonis ?» Aqualus dit à Jacques: « Si Cléonis et Céleste ont choisi cet endroit, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a peut-être quelque chose qui te gêne, dis-le-nous. » Oui, il y a un problème, car c'est un site très touristique, et dans la journée, il y a des centaines voire des milliers de visiteurs. La seule solution est de s'y poser la nuit. Avec un peu de chance, il n'y aura personne. Tentons le coup, dit Aqualus, mais pour plus de sûreté, je vais émettre une fréquence sur le site qui repoussera les curieux cette nuit. Mais il nous faut attendre. Jacques est trop nerveux pour effectuer la manœuvre. C'est Aqualus qui prend les commandes. Nous nous poserons dans une demi-heure, si tout va bien. Jacques avertit que dans cette région, les radars foisonnent et que le vaisseau peut être pris en chasse par des avions ou des missiles hostiles. Ne t'inquiète pas, Jacques. Je peux voiler aux ondes radio notre venue. Cela m'est très facile, ces ondes archaïques sont sans danger. Alors, devant l'écran panoramique, tous regardent la Terre s'approcher. Nous sommes arrivés. Jacques est sur le point de sauter de joie, mais voyant Cléonis et Céleste agonisants, il se retient, il se précipite vers eux et Cléonis lui demande: « Je veux voir Khéops, Mykérinos et surtout Képhrène, aide-nous à sortir. » Jacques, Aqualus et Noès sortent leurs amis et les déposent sur le sable. Aqualus tient la tête de Cléonis, qui sans force ne peut maintenant se mouvoir. Mais elle trouve juste la force de leur dire: « Levez les yeux vers le ciel et regardez, ce sont les nôtres qui nous rejoignent maintenant. » Tous dirigent leur regard vers l'infini obscur et voient une myriade d'étoiles filantes descendre vers la Terre. Mais contrairement à des astéroïdes de l'été, celles-ci filent sans s'éteindre. C'est tout le peuple d'Atlantide, égaré dans l'espace il y a bien longtemps et qui revient pour enfin terminer son chemin. Cette nuit, sur la Terre, des millions et des millions d'hommes et de femmes vont s'unir sans savoir qu'ils accueillent les âmes de ces égarés, et le peuple de la Terre, enfin complet, va pouvoir continuer sa course vers la vie, comme c'était prévu, car aucune âme atlantéenne n'a été laissée pour compte. Alors, Noès, contemplant ce spectacle grandiose, chante: Tous partis, ils se sont enfuis dans la nuit.
À cet instant, le corps de Cléonis et Céleste s'embrase, devenant de la lumière vive. Ces rayons lumineux se mettent à tournoyer autour de leurs amis, puis s'élèvent au-dessus de Képhren et redescendent sur le sommet. La pyramide se met à luire et devient aussi brillante que celle que Jacques avait vue construire dans les sous-sols de Monadis, comme si la prière émise sur la planète Képhren prenait forme à ses yeux. Durant de longs instants, la lumière ne faiblit pas, et alors que rien ne le laissait présager, le premier rayon de Monadis frappe à son tour l'imposant édifice. Le faisceau de lumière, plein de force, reste des minutes attaché au sommet et s'enfonce dans le sol de la planète, comme si entre le cœur de la Terre et de Monadis, il ne formait plus qu'un. Aqualus, Jacques et Noèse restent figés un temps qui semble durer plus d'une vie. D'un coup, la lumière s'éteint, ainsi que les étoiles du ciel. Puis la terre se met à trembler, comme si elle venait d'être fécondée, tout comme beaucoup de femmes cette nuit. Puis, tout redevient calme, plus de bruit. Soudain, une alarme se met à sonner dans le vaisseau, un bruit inquiétant, comme on en entend rarement. Alors, Aqualus, plus habitué que les autres, dit « Noèse, prends ton enfant, Jacques, veille sur Noèse et gagnons le coin de la pyramide, le vaisseau va exploser !» À peine sont-ils réfugiés, que l'espérance implose et s'éparpille en une pluie de poussière. Plus une trace du vaisseau qui les a emmenés durant toute leur quête dans l'infini. Moins de 2 heures plus tard, une patrouille de police égyptienne trouve Aqualus, Jacques, Noèse, avec leur enfant sur le sable. Jacques parle français et a du mal à se faire comprendre. En balbutiant quelques mots d'anglais, il s'arrange pour se faire accompagner au consulat de France au Caire. Au consulat, nos amis règlent les formalités à leur façon. En sortant, Noèse et Aqualus éclatent de rire. Jacques n'est pas encore remis de cette affaire, mais il est 11 heures, il leur dit. Il faut aller récupérer l'argent pour prendre l'avion. 12h15, ils sortent de la banque. 13 heures, ils sont à l'aéroport. Là, Jacques réussit à trouver 3 billets en première classe pour Paris, via Milan. Départ 15h55. Ses parents sont avertis. Ils viendront le chercher à l'aéroport de Roissy. Aqualus, Noèse et Jacques patientent pour embarquer, et cette attente semble plus longue que la route de la graine d'étoile. Mais, avec soulagement, ils entendent parler au parleur. Les passagers pour le vol AZ 899 sont priés de se rendre à l'embarquement. Quel soulagement pour eux, surtout pour Jacques, car il est au bout d'une aventure qu'aucun mot ne pourrait qualifier. Alors, avant de pénétrer dans l'Airbus, il prend un quotidien et regarde la date. 11 septembre 2001. Il se dit, déjà 2 ans et 1 mois que je suis parti. Je n'ai pas vu le temps passer. Lisant les nouvelles du jour, il voit que rien d'extraordinaire ne s'est passé ces derniers temps. On ne parle même pas de phénomènes étranges aux alentours de l'Égypte et des pyramides, ni de pluie d'étoiles dans le ciel. Jacques se dit, ah vraiment, il ne se passe jamais rien sur Terre, la routine. Si seulement les hommes avaient pu voir que notre planète entière a été frappée par le premier rayon d'amour de Monadis aujourd'hui. Il s'installe dans l'avion qui, après son escale, le ramènera à Paris. Ce sont les premiers pas d'Aqualus sur cette planète bien étrange pour elle. Noèse semble moins dépaysée, car elle n'avait jamais connu d'autre planète que ici avant de suivre Jacques, et cela ne l'effraie pas trop. Aqualus, étonné, trouve archaïque l'avion qui les ramène, mais très sympathique tout de même. « Vous m'avez guidé dans l'espace, dit Jacques, et je vais en faire autant sur Terre. Tu t'habitueras et tu prendras du plaisir ici, j'en suis sûr. Je n'en doute pas, mais il ne te reste que 9 mois pour le faire. Après, il faudra s'occuper de nos enfants. » Jacques, qui buvait un jus de fruits, s'étrangle. « Comment ça, nos enfants ?»« Oui, les jumeaux que je porte depuis peu. » Jacques a la tête qui tourne, et il se dit. Un voyage dans l'espace, une quête pour sauver l'humanité. Passe encore, mais 2 enfants d'un coup, c'en est trop. À l'escale de Milan, les informations sont alarmantes. Aujourd'hui, la terreur a frappé l'humanité. Curieuse coïncidence avec leur retour et les rayons d'amour déversés sur la terre la nuit dernière. Aqualus dit à Jacques. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Elle dévoile toutes les vérités. Le bien comme le mal. Hélas, aujourd'hui, les hommes n'ont vu que la partie ténébreuse. Et comme la lumière ne se manifeste pas avec grand éclat,
Il faudra longtemps encore pour comprendre que cette journée est le premier mouvement d'un grand plan étonnant. La force de la vie se manifeste depuis ce matin. La Terre en est totalement irradiée. Les cellules de tous les êtres vivants vont la subir pleinement, et à l'image de Monadis, le cœur de chaque humain se met à rayonner. Cette lumière va frapper toutes les consciences pour un résultat attendu de façon inexorable. Monadis va être perçu par chacun, et le grand changement est exigé. Les réactions seront différentes selon l'état d'âme de chaque homme. À partir de maintenant, nous allons assister à la guerre sans victoire, du bien et du mal. Aujourd'hui, c'est le mal. 2 tours s'effondrent dans l'horreur et le sang. Des milliers de victimes innocentes d'un coup. Demain, le bien concentrera ses forces pour la vengeance des morts de ce jour. C'est l'escalade du déclin. L'amour triomphera, car il n'est ni bien ni le mal. Jacques est fort troublé par ces paroles. Il ne peut retenir les larmes qui pointent au bord de ses yeux. Ce monde qu'il a tant aimé, qu'est-il devenu en quelques heures? Noès, comprenant son désarroi, lui dit: « Jacques, si nous sommes revenus aujourd'hui, c'est que nous avons tout à faire. Nos enfants comptent sur nous. Un monde meilleur est devant nous. Nous avons tous les outils pour le construire et toute la force dont nous avons besoin. Ce n'est que le début. Aujourd'hui tu pleures. Demain tes yeux rayonneront l'amour pour tous les hommes que tu croiseras. » Jacques, ému par ces paroles, esquisse un sourire. Enfin, ils embarquent sur le vol de Paris. Les parents de Jacques l'attendent à l'aéroport pour l'accueillir et le ramener chez lui. Les embrassades durent et Jacques leur présente ses 2 amis, particulièrement Aqualus, sa nouvelle compagne. La mère de Jacques, informée de la disparition de son fils au premier jour, a toujours su qu'il reviendrait. Aussi s'est-elle occupée de sa maison, payant pour lui les factures et les impôts. Elle et son mari venaient régulièrement faire le jardin et le ménage. Elle se disait: « Je veux que lorsque tu seras de retour, tu retrouves une maison accueillante. » Les voisins s'étonnaient et, derrière leur dos, les prenaient pour des fous. Mais l'espérance était aussi leur partage, tout comme Jacques, qui n'a jamais baissé les bras. Pourtant la tâche semblait hors de portée, surtout pour un vendeur d'aspirateurs. « Que vas-tu faire, Jacques? Tu n'as plus d'emploi, et tes amis vont-elles rester avec toi ?» demande sa mère. « Il nous faut quelques jours pour nous reposer, mais je vais chercher du travail après notre mariage. » Aqualus avale sa langue. C'est à elle de s'étouffer, mais elle dit aux parents de Jacques, en parlant français sans trop d'accent, car sur Terre la langue n'existe pas, mais Aqualus est remarquable, car elle s'adapte très vite. « C'est vrai, je souhaite faire monter votre fils au 7e ciel. Je crois qu'il sera un bon mari pour moi. » Jacques devient tout rouge. Et encore une fois, Noès rit. La mère de Jacques s'appelle Jacqueline et dit à Noès: « En attendant, il faut s'occuper de votre enfant. Il lui faut des vêtements, des couches. De plus, nous devons aménager une chambre pour vous et votre enfant. Je vous emmène demain à l'hypermarché. » Aqualus et Noès réussissent, sans leur pouvoir, cette fois à obtenir une véritable identité. Après une enquête, elles retrouvent la trace de la mère d'Aqualus qui avait laissé une véritable fortune qui les met largement hors de besoin. Jacques ne reprend pas le travail qu'il avait autrefois. De plus, il dépose des brevets qu'il revend rapidement à Intel et Microsoft, concernant le cristal pensant couramment utilisé sur l'Unis. Il quitte la région parisienne pour la Haute-Savoie. Au-dessus du lac d'Annecy, ils achètent une très grande propriété, car Noès a passé brillamment des diplômes lui permettant de créer une école privée afin d'y accueillir des enfants d'un type particulier. Noès et Aqualus voyagent régulièrement en France et dans le monde entier, afin d'y trouver les enfants d'Atlantide arrivés le fameux 11 septembre. À elles 2, elles ont pu en recenser plus de 650, mais ils sont bien plus nombreux en fait. Mais ils ne sont que 3 pour s'occuper de ces enfants, et pourtant, c'est cette nouvelle génération qui va bousculer le monde par ses nouveaux pouvoirs. Aqualus dit souvent: « Les enfants perdus d'Atlantide ont expié leurs fautes, et 2 sont arrivés, le 11 septembre 2001, les enfants de la lumière. Ils ramènent de leur grand voyage l'expérience qui manquait à la Terre pour continuer son chemin vers la vérité et la vie. C'est pour cela que Noès ouvre une école primaire à la rentrée prochaine. Elle sera l'unique professeure, car elle a pour l'instant 28 enfants. Mais elle n'est pas seule, car il y a 7 ans, Noès a trouvé un mari
dont elle a eu 2 enfants, Clara et Steve. Lui s'appelle John. C'est notre ami à tous aujourd'hui, et son histoire est bien curieuse. Je ne vous la raconterai pas aujourd'hui. Ensemble, ils vont faire un travail merveilleux, et vous entendrez parler de cette école bientôt, car elle fera des éclats avec ses enfants de lumière. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, Cléonis et Céleste, du même nom des 2 Atlantes que nous avons reconduits sur Terre. Ils ont 6 ans, et c'est ainsi que je finis de remplir les dernières pages du livre blanc que Cléonis m'a confié peu de temps avant sa mort. C'est l'histoire d'un homme, Chateaubriand, vendeur d'aspirateurs. Et je vous le redis pour finir. Une graine plantée en terre fertile bousculera le cosmos entier. Commencez à arroser votre graine d'étoiles pour qu'elle éclaire de ses rayons l'univers de votre être. Encore un petit mot pour vous, si vous avez des enfants. Envers eux, soyez attentifs. Peut-être sont-ils trop pleins de fougue ou rêveurs, peut-être encore trop doués. Ne seraient-ils pas de cette génération des enfants perdus d'Atlantide? Alors, aidez-les, car ils vous apporteront beaucoup plus encore. À mes amis, Starker, Clara, Novam, l'équipe du Conquérant et leurs compagnes, Cléonis et son frère, Céleste. Chateaubriand, le 23 août 2008.